Bonjour, bienvenue dans ce 25e numéro de Mahogany, le magazine du bien vieillir en Martinique. Nous accueillons depuis le mercredi 24 avril de nouveaux téléspectateurs. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous espérons qu'ils seront des fidèles, à l'avenir, des fidèles téléspectateurs de Mahogany. Avec nous aujourd'hui trois invités, trois dames avec lesquelles nous nous entretiendrons de la préparation à la retraite. On le sait ou on l'espère ou on l'attend avec plus ou moins d'impatience ou parfois on la redoute. Donc chacun d'entre nous a une appréhension différente qui lui est propre de ce que sera sa retraite après une vie bien remplie d'activités professionnelles. Et nous sommes là aujourd'hui pour discuter des incidences sur sa vie personnelle, sur sa vie sociale, voire financière et économique. Suite aux assises qui se sont tenues la semaine dernière, en fin de semaine, qui concernaient la fonction publique territoriale, nous verrons avec un petit peu plus d'acuité comment se prépare au sein de cet important corps de métier à la Martinique la préparation donc à la retraite. Nous verrons également qu'il existe des stages de formation, des stages de préparation à la retraite, très utiles. Nous verrons dans quelles conditions. Avec nous sur le plateau, Madame Claude Mandon. Bonjour Madame Mandon. Bonjour. Alors vous êtes responsable du pôle ressources et organisation au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique. Nous verrons en quoi consiste votre fonction et ce qu'est le centre de gestion de la fonction publique territoriale. Avec nous également Mesdames Josette Manéré-Chanteur. Bonjour Madame Chanteur. Bonjour. Et Madame Sonia Rancio, toutes deux, donc représentant l'AMDOR, l'association que nous avons déjà eu l'occasion de recevoir à travers son directeur, Monsieur Rémy, sur le plateau de Mahogany. Donc, Mesdames Chanteur et Rancio, nous parlerons plus précisément des stages de préparation à la retraite organisés depuis bien longtemps. Un certain nombre d'années déjà, hein, donc par l'AMDOR, qui est pionnier en la matière, si je puis dire. Bonjour à Zouk TV et bonjour aux téléspectateurs. Merci. Nous allons passer en votre compagnie, en leur compagnie, donc un peu moins d'une heure et avec tout un tas, je l'espère, d'informations très utiles pour vous. Vous l'avez donc compris, nous abordons aujourd'hui une page importante de vie quotidienne. Madame Mandon, bien, alors vous êtes, je l'ai dit, responsable du pôle ressources et organisation au centre de gestion de la fonction publique de Martinique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce centre de gestion? Alors le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique est un établissement public qui a été créé en 1986 et qui est présidé actuellement par Pierre Samo. C'est un établissement qui a pour mission d'accompagner les collectivités dans la gestion de leurs ressources humaines. Donc on va retrouver au sein de cet établissement un accompagnement autour des questions de la carrière des agents territoriaux, de la mise en place des concours et examens, de la partie retraite, puisque nous avons un partenariat avec la caisse de retraite des territoriaux et donc nous accompagnons à ce titre les collectivités dans la gestion des dossiers retraite de leurs agents. Et puis une mission de prévention santé et sécurité au travail qui permet effectivement d'accompagner les collectivités dans leur logique, dans leur politique mise en place pour assurer la sécurité et puis la santé de leurs agents. Donc en quelque sorte une vaste direction des ressources humaines en fait de l'ensemble des effectifs des collectivités sur place. Voilà, sachant qu'effectivement le principe de libre administration demeure et donc nous sommes vraiment en accompagnement des collectivités. Nous ne faisons pas à leur place et donc ce service est vraiment un service, cet établissement est mutualisé puisque toutes les communes sont représentées à part celle de Fort-de-France qui a un effectif au-delà de 350 agents.
Donc effectivement, on est là pour les accompagner dans leur politique. Alors lorsque vous parlez de collectivité, il s'agit donc des communes hors Fort-de-France, vous l'avez dit. Voilà, et également des établissements publics, donc intercommunaux, également les communautés d'agglomération et de communes. Voilà. Ça recouvre quel effectif? Alors ça représente environ 110 collectivités pour 16 149 agents territoriaux à peu près. D'accord, donc une grosse masse, un effectif très important. Tout à fait. Alors 16 000, le chiffre que je donnais, c'est donc à l'échelle du département. Oui. Et nous gérons environ 11 000 agents. 11 000 agents, ce qui représente effectivement une masse d'effectifs assez importante. Vous avez une idée du rapport par rapport à la population active à la Martinique? Alors, on a des données de la Direction générale des collectivités locales qui révèlent qu'on a un fort taux d'administration, c'est-à-dire qu'une personne sur 3 actifs en Martinique, actifs au travail, est dans la fonction publique de manière générale, donc les 3 fonctions publiques réunies, contre une personne sur 4 en France métropolitaine. Donc ce qui constitue effectivement beaucoup de personnes. Alors, est-ce que... Et donc vous avez identifié un certain nombre de problématiques, donc vous avez en charge plus de 10 000 personnes actives en Martinique, et donc vous êtes confrontés, les collectivités sont confrontées au même type de problématiques que la société martiniquaise d'une façon générale, à savoir le vieillissement des agents, le vieillissement des personnels. Donc est-ce que vous pouvez, au sein de la fonction publique, nous dire combien d'agents, combien de fonctionnaires sont concernés par ce vieillissement? Alors, excusez-moi, sur nos agents, donc la tranche d'âge qui est concernée, généralement on parle des agents de 50 ans et plus, nous avons quand même un effectif d'un agent sur 3 qui est effectivement aujourd'hui déjà au-delà de 50 ans. Donc un tiers d'agents qui sont âgés de plus de 50 ans. En sachant que notre grosse part, donc quand on regarde la pyramide des âges, se situe entre 40 et 50 ans. Ce qui ne va pas sans poser, pas forcément des problèmes, mais ce qui a sensibilisé, à attirer l'attention et à sensibiliser un certain nombre d'autorités. Tout à fait, parce que nous avons effectivement croisé... Alors nous avons mené une enquête auprès des agents de 50 ans et plus, avec l'accompagnement de notre assureur, qui est l'assureur de la plupart de nos collectivités en Martinique. Et effectivement, on a pu faire émerger un certain nombre de constats, notamment en termes de pénibilité sur certains métiers et d'un besoin effectivement d'accompagnement, d'un manque de reconnaissance que ces agents nous signalent. Alors, au sein de ces agents, de ce tiers d'agents âgés de plus de 50 ans, quels sont les... comment dirais-je, on suppose qu'il y a plusieurs types de personnel, plusieurs catégories de personnel, donc lesquels sont plus concernés par le vieillissement? Alors nous avons des données de l'ensemble des agents des collectivités, c'est-à-dire non titulaires et titulaires. Oui, parce qu'il y a en plus des différences de statut. Tout à fait, puisque la fonction publique territoriale, comme toutes les fonctions publiques, est quand même une fonction publique avec une entrée par le concours. Donc en principe, effectivement, on devrait avoir une majorité d'agents titulaires dans les collectivités, ce qui existe, puisqu'on est à 60% à peu près. Mais aujourd'hui, on a quand même 40% d'agents non titulaires. Et donc, ces agents se situent à peu près dans les mêmes proportions dans cette tranche d'âge de 50 ans et plus. Alors, je crois savoir que vous avez identifié à l'intérieur des différentes catégories, au-delà des statuts, le poids plus important de personnel de catégorie C, c'est-à-dire qui correspondent à ce qu'on a dans la grille de la fonction publique, à des personnels de catégorie C. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, cette catégorie C? Alors effectivement, dans la fonction publique territoriale, donc, nous avons 3 catégories.
La catégorie C qui représente 80% de l'effectif de nos agents titulaires et non titulaires, qui en fait que l'on retrouve dans des emplois de faible qualification, hein, dans les services, notamment dans la filière technique, quelques-uns dans la filière administrative. La catégorie B, c'est l'encadrement intermédiaire, et puis la catégorie A, l'encadrement supérieur. Donc 80% des effectifs en catégorie C, tout à fait. Donc qui correspondent à des emplois donc sans qualification et donc qui peuvent être atteints ou à faible qualification, qui peuvent être touchés par la pénibilité des tâches. Voilà, ce sont des agents que l'on retrouve dans les services scolaires, les services scolaires, les services techniques, que l'on retrouve également sur les métiers, donc dans les services techniques notamment les métiers d'ouvriers polyvalents du bâtiment, les métiers de maintenance des locaux, etc. Donc avec une certaine pénibilité qu'on affronte de moins en moins, oui, avec de plus en plus de difficultés au fur et à mesure de l'avancée en âge. Tout à fait, qui s'accroît effectivement avec l'âge. D'accord, donc c'est une des problématiques que vous avez identifiées et sur laquelle vous avez travaillé. Alors notamment au cours des assises. Qui ont été mises en place donc, et que vous avez organisées, qui se sont déroulées jeudi et vendredi dernier. 25 et 26 avril, tout à fait. Voilà, avec un certain nombre d'invités. Donc nous retournons sur le plateau. Nous voyons tout d'abord une interview de Madame Jourdain-Aurore, qui est la directrice générale des services du Centre de gestion de la Martinique, qui nous explique un petit peu quel était l'objectif de ces assises et comment, au sein du Centre de gestion, sont abordées les questions du vieillissement de la population d'agents territoriaux. Le conseil d'administration souhaitait donc apporter un éclairage aux élus, aux cadres territoriaux, aux représentants des organisations syndicaux sur les réformes en cours ainsi que la problématique du vieillissement, sachant que effectivement la population martiniquaise, donc la population territoriale vieillit et vieillit vite. Dans notre fonction publique territoriale, le constat que nous faisons, c'est que dans moins de 15 ans, un agent sur deux partira à la retraite. Nous savons également que la population est vieillissante. La moyenne d'âge dans nos collectivités, c'est 48 ans. En France, c'est 45 ans. La plupart, en fait, je veux dire, une bonne partie de nos agents ont 50 ans et plus. Ce qui veut dire, avec des conséquences, des enjeux effectivement d'accompagnement en termes de prévention par rapport à l'usure professionnelle, en termes de formation, en termes de mobilité également, compte tenu effectivement de certaines situations. Les orientations dégagées, surtout au niveau des outils que nous pouvons produire et mutualiser en fait. Le centre de gestion va mutualiser ces outils de façon à pouvoir les diffuser dans les collectivités, de façon également à pouvoir identifier les métiers pénibles, puisque nous allons travailler également par rapport à une population de certain âge, quels sont les outils de prévention à mettre en place pour ce personnel-ci, réfléchir également aux formations qui permettraient à ces agents en fin de carrière de pouvoir mieux appréhender en fait leur situation, et puis également mettre en place de la mobilité pour permettre à ces personnels-ci d'avancer en âge sur leur poste de travail en meilleure santé. Parce que c'est vrai qu'il y a une réforme en 2010, une mesure emblématique qui est l'allongement de la vie active. C'est-à-dire que les agents doivent partent à la retraite à 62 ans. Ils peuvent partir à 67 ans et on voit bien que le choix qu'ils font, ce n'est pas de partir à l'âge légal de la retraite à 62 ans, parce que pour plusieurs raisons, et donc ils vont poursuivre leur vie active jusqu'à 67 ans. Et l'enjeu maintenant, c'est comment accompagner ce personnel-ci en majorité vers une fin de carrière dans de bonnes conditions.
Voilà, une fin de carrière dans des bonnes conditions pour aborder une retraite dans des bonnes conditions et vieillir, et bien vieillir. Hein. Donc ça se prépare encore lorsqu'on est au travail. Donc c'est la problématique que vous avez posée. Madame Aurore a cité donc trois axes hein, de travail en termes de prévention, de formation et de mobilité des personnels. Hein. On a abordé le thème de la pénibilité. Donc comment... il y avait un certain nombre d'ateliers au cours de ces assises. Donc, comment envisagez-vous de mettre en place et de formaliser ces trois axes? Alors, on a déjà effectivement travaillé dans ce sens dans plusieurs de nos services, puisque, comme je vous le disais, on s'occupe de la partie retraite au centre de gestion des agents titulaires. Donc, on a déjà mis en place un certain nombre d'outils, que ce soit au niveau du service retraite, mais aussi au niveau de l'emploi pour l'identification des métiers pénibles. Et puis, au niveau du service carrière, pour pouvoir effectivement favoriser ou rechercher des pistes pour favoriser un développement de carrière pour ces agents. Maintenant, il s'agit pour nous surtout de faire mieux connaître les outils que l'on peut mettre à disposition des collectivités, de les accompagner dans leur démarche et puis de coordonner un petit peu les actions qui sont mises en place, puisque effectivement on parle de formation, l'institution qui s'en occupe, c'est de manière privilégiée, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT. Donc on a déjà un partenariat avec eux que l'on continue à développer pour pouvoir coordonner également l'ensemble de nos actions en matière d'information sur la retraite et puis de formation. Alors Madame Aurore l'a précisé, les agents partent souvent en dépit de la pénibilité des tâches ou d'une certaine fatigue naturelle hein, en prenant de l'âge. L'âge de la prise effective de la retraite a reculé. Madame Aurore parlait même de 67 ans. Oui, alors là, on est sur des dispositions donc, légales et réglementaires, puisqu'on a une réforme des retraites en 2010 qui a entraîné un recul de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 et de l'âge limite de 65 à 67. Donc effectivement, aujourd'hui, le gouvernement cherche à favoriser le maintien dans l'emploi le plus possible, compte tenu de la situation des régimes de retraite, de ces agents actuellement dans l'emploi et ayant effectivement déjà 60 ans. Donc il y a également, à côté donc, de ces mesures légales, il y a également sans doute des préoccupations plus matérielles, hein, à savoir financières, puisque vous avez précisé que une grosse partie des effectifs étaient des agents de catégorie C, donc avec des revenus, des traitements d'un montant que vous allez nous dire, hein, qui n'est pas extraordinaire. Et donc, on peut imaginer qu'arrivé à l'âge de la retraite, le revenu, le pouvoir d'achat va baisser considérablement. Ça peut être une cause du recul du départ à la retraite? Alors tout à fait, on s'aperçoit, alors n'oublions pas effectivement qu'on est en Martinique et qu'on a l'indemnité de vie chère de 40%, qui représente effectivement une surrémunération pour les agents qui est très importante et qui n'est pas prise en compte au niveau du montant de la pension. Aujourd'hui, dans les collectivités, on se retrouve avec des agents non titulaires qui ne perçoivent pas ces 40% et donc qui ont un salaire brut qui avoisine celui du SMIC, donc à 1 430 € à peu près. Et pour un agent titulaire de catégorie C, on est à 1 430,76 €, donc sans les 40%. D'accord ? Concrètement, un agent de catégorie C titulaire, aujourd'hui en début de carrière, perçoit 1 660 €. Et à son départ à la retraite, il aura, alors c'est un montant moyen, 911 € de pension. Ce qui est vraiment une perte importante de pouvoir d'achat. Voilà, c'est une perte de pouvoir d'achat qui est importante et qui peut expliquer, qui est un des facteurs explicatifs
du maintien finalement dans l'emploi d'agents qui parfois effectivement sont dans des situations de santé ou de pénibilité au travail qui sont très difficiles. Donc nous verrons, hein, cet aspect financier est pris en compte également, mesdames, dans le cadre des stages de préparation à la retraite. Hein. Vous avez un module qui intéresse le budget. Oui, voilà, il y a le budget avec le directeur qui l'anime, M. Rémy. Et parallèlement, nous invitons des banques, des assurances. Donc, par exemple, là, le prochain module, on aura un module avec incidence financière à la retraite qui sera animé par une cadre de banque. D'accord, voilà. Donc c'est effectivement un aspect très important. Hein. On le voit, il y a des pertes de revenus extrêmement importantes. Oui, Madame Rancio. Oui, c'est là tout l'avantage justement de se préparer. Compte tenu du fait que quand on a un salaire, quand on travaille, à la retraite, le salaire il diminue. Donc quand on sait ça, on peut déjà se préparer et prévoir un certain nombre de choses qui vont combler la perte et se retrouver un petit peu sur le même pied de qualité comme si on travaillait. Donc une oui, Madame Manéré. Parallèlement, nous invitons déjà des retraités à venir témoigner de telle sorte que toutes les personnes concernées soient bien informées sur le contenu financier. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'organiser. Tout à fait. Alors, on va revenir dans le détail à vos sessions de préparation à la retraite. Donc, concrètement, pour les, comment dirais-je, les missions du centre de gestion, donc en l'occurrence la sensibilisation des différents responsables, à la fois élus et cadres des collectivités. Nous avons rencontré et eu un entretien avec Monsieur Wiltor Arnay, qui est conseiller municipal du Robert et également membre du conseil d'administration du centre de gestion, qui nous parle peut-être plus spécifiquement de la perception de la problématique du vieillissement des agents au sein de la municipalité du Robert. Nous nous retrouvons ensuite. Oui, plus que jamais. Donc le fait même que je sois présent à ces assises dénote notre préoccupation effectivement de penser la retraite de nos agents. D'autant plus, comme cela ressortait dans ces assises, la tranche d'âge de notre population aubertine, agents de la population aubertine, se trouve entre 40 et 50 ans. Donc en gros, le fort taux, le pourcentage, je dirais effectivement, d'agents de notre collectivité se trouve dans cette tranche d'âge, entre 40 et 50 ans. Donc il est bon déjà que nous pensions au vieillissement de la population des agents du Robert. S'il y a un point qui auquel nous pensons, c'est l'usure professionnelle. Et l'usure professionnelle, ce n'est pas forcément une usure physique, mais c'est aussi l'usure, je dirais, tout ce qui est d'ordre psychique, le stress, et pas forcément lié aux conditions de travail, mais qui sont externes, extrinsèques au lieu du travail et qui sont impactés sur le lieu du travail. Et donc là, effectivement, ce sont des questions auxquelles nous ne pouvons pas faire fi pour penser aux conditions de travail de nos agents. Régulièrement, nos agents viennent aux ressources humaines, font des projections déjà sur leur départ proche ou allongé dans le cadre de leur préparation à la retraite. Donc ce sont des questions récurrentes. Quand est-ce que je vais partir? Parce que comme je vous l'ai dit à l'instant, effectivement, ce sont les questions, ce sont les problèmes d'usure professionnelle qui font que les agents veulent partir un peu plus tôt. Mais malheureusement, quand on n'a pas le nombre d'annuités, la question reste tout entière. La question reste tout entière, à la fois pour les agents eux-mêmes, pour les collectivités, parce qu'elles auront dans les années à venir un volume de personnel donc, ayant dépassé les 60 ans. Et parallèlement, elles sont confrontées à la nécessité d'un renouvellement de leur personnel. Donc là, ça va poser également peut-être un problème économique, puisque il va falloir trouver un juste équilibre entre
je ne sais pas si je peux parler d'aménagement des postes ou d'adaptation des postes, en tout cas au vieillissement, et parallèlement l'arrivée de 109, entre guillemets. Donc, quel serait le rôle du centre de gestion dans ce cadre-là? Alors, sachant qu'effectivement, quand on regarde un petit peu notre pyramide des âges, qu'on peut presque superposer sur celle de la population martiniquaise, on a effectivement une très faible proportion des agents de moins de 40 ans. Donc on a un renouvellement qui est quand même attendu, qui est relativement faible, en sachant que le poids également dans les ressources financières de la collectivité des salaires de leur personnel est déjà très très important. Donc aujourd'hui, la question se pose vraiment de comment assurer l'employabilité de ces agents qui arriveront dans des âges avancés sur des métiers qui devront évoluer afin de leur permettre de mettre finalement l'agent au cœur des préoccupations ressources humaines et de la politique ressources humaines qu'on mettra en place. Donc il y a effectivement déjà une démarche qui a été entreprise au niveau de notre pôle prévention, santé, sécurité au travail, puisque nous accompagnons les collectivités sur ces questions. Avec un médecin de prévention qui intervient dans les collectivités et puis avec une cellule pluridisciplinaire qui est chargée effectivement de proposer des aménagements de poste ou bien de proposer des dispositifs lorsque c'est nécessaire de reclassement pour des agents en situation de handicap. Très bien. Donc on le voit, le vieillissement général de la population, mais également très particulier dans des secteurs professionnels et d'activités très particuliers sont parallèles et les problèmes de la société se retrouvent au sein des différents corps de métier et administrations et institutions, d'où l'importance et l'intérêt de se préparer très en amont. Avez-vous eu déjà des retours suite à ces assises? Alors, nous avons eu des retours de deux ordres finalement. C'est-à-dire qu'on a eu effectivement des cadres, des élus qui nous ont exprimé effectivement leur satisfaction d'avoir vu mise en lumière un petit peu ces difficultés à venir, mais qu'on commence déjà à ressentir dans les collectivités. Et puis également des cadres qui sont fortement préoccupés, puisque la deuxième journée, il s'est agi pour nous de présenter la situation de manière beaucoup plus globale. Nous avions comme invité professeur Guy Mar, qui est donc sociologue et qui s'intéresse à l'évolution à l'international des régimes de retraite et qui nous a dressé un portrait assez réaliste tout de même, mais assez noir de la situation de la France et des décisions importantes qui devront être prises pour pouvoir améliorer la situation. En même temps, c'est quelqu'un qui nous a aussi dit qu'elle travaille au plus haut niveau avec les gouvernants, mais qu'elle a une faible écoute. Donc, qu'est-ce que nous, en Martinique, on peut faire pour faire évoluer les choses, alors qu'on n'a peut-être pas encore toute une réflexion qui a été menée à un niveau beaucoup plus important. Mais elle nous a rassurés justement en nous disant et on l'a vu avec Claude Valentin-Marie, qui est un sociologue qui s'est occupé plus particulièrement des questions relatives à l'outre-mer. Au centre d'études démographiques. Voilà, l'INED, tout à fait. Et voilà, on a des départements qui ont innové sur ces questions-là. Et effectivement, on a encore la possibilité en Martinique de mettre en place des dispositifs innovants et de se saisir justement de ces questions-là
plutôt que de les subir, on va dire. Absolument. Bon, on dirait la situation est un peu grave, mais loin d'être désespérée. Voilà. Il y a toujours possibilité de renverser la tendance et de toute façon, il n'est jamais trop tard pour se préparer, donc vous le faites très bien. Vous pensez que les outils que vous élaborez, sur lesquels vous êtes en train de réfléchir, sont des outils qui pourraient s'appliquer dans le secteur privé, par exemple ? Qui connaîtra de toute façon qui connaît déjà de toute façon les mêmes problèmes. Alors c'est vrai que le secteur privé c'est un petit peu différent parce que ils ont quand même anticipé les choses. Il y a une loi qui a paru donc en 2009 ou 2010, il me semble que c'est 2010, pour de toute façon les obliger à mettre en place un accompagnement dans la transition entre activité et départ à la retraite, avec effectivement des dispositifs qui favorisent le maintien dans l'emploi, mais le départ progressif. Voilà, le départ progressif. Ça n'existe pas encore dans nos collectivités. C'est pour ça que lors de nos ateliers, on a pris soin d'inviter également des salariés, en tout cas des dirigeants de sociétés privées, pour qu'ils puissent nous faire des retours sur ce qui a été mis en place et sur peut-être des initiatives à partager et à mettre en place, à adapter au niveau des collectivités. Voilà, des collectivités. Très bien. Bah, écoutez, de toute façon, nous aurons l'occasion de revenir puisque c'est un problème récurrent et qui va durer un certain nombre de temps. Donc, nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler, de voir comment vous évoluez au sein de la fonction publique territoriale. Alors, nous avons vu que c'est une préparation donc collective. Hein, c'est le cas de la fonction publique territoriale, mais c'est également la préparation à la retraite, une préparation sur un plan individuel. Il est possible, sans attendre la mise en place de dispositifs d'ordre général, de soi-même se prendre en main, se prendre en charge, penser à l'avenir et effectivement préparer sa retraite, voir comment on va se projeter dans les années après, une fois les activités professionnelles derrière nous. C'est ce que nous allons voir avec mesdames Manéré et Rancio de l'AMDOR. Auparavant, nous regardons une interview de monsieur Franz Rémy, le directeur de l'AMDOR, qui était présent lors de ces assises. Je pense qu'il vous a apporté des éléments de son expérience, puisque l'AMDOR a sans doute été l'une des premières institutions à réfléchir et à mettre en place des stages de préparation à la retraite. Donc nous écoutons M. Rémy, nous revenons ensuite sur le plateau. Ces stages, c'est l'occasion de se rencontrer ensemble et différemment. Vous savez, à la retraite, nous sommes tous égaux. Nous avons le même employeur. Et oui, nous avons le même employeur à la retraite. Donc, et je crois que c'est une chose extrêmement intéressante que des gens du secteur privé comme de la fonction publique, soit hospitalière ou territoriale, se rencontrent pour réfléchir sur leur deuxième carrière d'activité bénévole, voire aussi professionnelle. Ce qu'on a observé, c'est que les gens arrivaient aussi sans information, ou avec très peu d'informations, avec une expression consacrée martiniquaise, yo dit moins, moi qui ai touché 50% salaire moins, ce qui est totalement faux. Imaginez-vous, si quelqu'un perçoit 10 000 euros, ça voudrait dire qu'il aura 5 000 euros de retraite. Ce n'est pas vrai dans le régime général. Et la Caisse générale de sécurité sociale a dû vous le dire. Donc il y a un plafond que l'on ne peut pas dépasser. La deuxième chose aussi, c'est que les gens n'étaient pas non plus au courant des retraites complémentaires. Alors que vous avez des retraites complémentaires. Vous n'avez pas qu'une retraite complémentaire, une retraite pour les salariés et aussi une retraite pour les cadres. Et puis aussi, c'était aussi l'occasion pour nous de faire prendre conscience aux gens de ces routes, de ces pertes. La perte du statut social, la perte de l'identité. On était monsieur X, madame Y, on fonctionnait avec cela, on nous faisait jouer des rôles, et puis brusquement, vous vous retrouvez sans identité, et puis votre épouse qui vous rappelle que ici là tu n'es pas à l'hôpital, ici là tu ne commandes pas, c'est moi ici, c'est fini. Je
crois que tout ça aussi, bon, c'était des choses extrêmement intéressantes que les gens ont découvert. Aussi, bon, les problèmes de succession, les problèmes des impôts, hein, parce que bon, la première année qu'on part à la retraite, c'est l'année où vous payez plein pot. Les problèmes de santé, le couple à l'heure de la retraite aussi est une des questions aussi extrêmement importantes. Il y a une vingtaine d'années, on n'en parlait pas. Est-ce qu'on va faire un deuxième mariage ou un troisième mariage ou un, hein? Donc ça aussi, parce qu'en fait, vivre sa retraite, c'est aussi avec l'autre. Et est-ce que l'autre est préparé pour me recevoir matin, midi, soir à la maison? Les gens arrivent avec une somme d'informations. Alors maintenant, il faut trier toutes ces informations. Les gens sont déjà allés sur Internet. Ils ont eu quelqu'un qui leur a dit « voici la réalité », parce que ça commence un peu toujours aussi comme cela. Ils arrivent avec un minimum, mais ils veulent néanmoins toucher du doigt la vraie réalité. Et c'est à travers le stage que l'on découvre cela. Il y a un aspect que je n'ai pas évoqué avec vous, c'est la question du budget. Les gens ne font pas de budget, mais à la retraite, tu seras amené à faire un budget, à compter, à décompter, à recompter. Et il y en a qui arrivaient effectivement avec leur tablette pour faire le budget sur Excel. Donc j'ai noté effectivement au fil des années une évolution. Les gens arrivent avec un minimum d'informations, arrivant au stage nous disant que bon, mais j'avais prévu de partir dans 5 ans, mais compte tenu de tout ce qu'on a dit, je recule de 2 ans encore ou de 3 ans, parce que je ne suis pas encore très bien préparé. Et puis bon, je n'ai pas échangé avec mon épouse sur ces questions. Vous savez, on parle avec son épouse sur des questions de voyage tous les jours, mais on ne va jamais échanger avec son épouse ou encore son époux pour lui dire « mais comment tu me vois à la retraite? Qu'allons-nous faire ensemble, hein? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse exactement ?» Alors que pour un voyage, on a déjà téléphoné, on a vu ceci, on a fait cela, on invite les copains, les amis, hein, pour voir un peu le film de son voyage, mais le film de sa retraite, c'est avec qui? Mais c'est avec l'autre. Et l'autre doit être partie prenante. Et nous insistons beaucoup sur cette question. Alors, j'entends souvent des gens me dire, mais quand on n'a pas d'hôte, qu'est-ce qu'on fait, M. Rémy? Il faut voir le stage de préparation à la retraite comme un temps de pause et de réflexion, un temps d'échange, hein, avec d'autres personnes. Et puis aussi le témoignage d'autres personnes, de ceux qui ont aussi les moyens, mais qui vivent très mal cette retraite, comme aussi ceux qui n'ont pas les moyens, mais qui ont réussi effectivement malgré tout à surmonter cela. Donc, malgré tout, je crois que c'est une bonne chose de faire ce stage. C'est un temps, c'est 3 jours, payé par l'entreprise, pris en charge sur le DIF, hein, payé par les organismes collecteurs, où on réfléchit sur son projet. La vraie question, c'est cela. Quel est mon projet retraite? Et aussi, la vraie question, c'est réfléchir aussi sur son propre vieillissement. Parce qu'en partant à la retraite là, ben, on a encore peut-être une trentaine d'années, une quarantaine d'années à vivre. Dans quelles conditions? Vous me direz, mais M. Rémy, on va pas réfléchir sur les 40 prochaines années à venir. Mais il y a au moins des gens qui réfléchissent sur les 10 premières. Là. Hein? Par exemple, j'ai vu des choses extrêmement intéressantes. Des gens qui vous disent, on fait une coupure, on va faire le tour du monde, on va voyager, après on revient et on viendra porter notre contribution comme bénévole, hein, dans des associations ou autres, ou encore tout simplement, j'ai décidé d'ouvrir une petite boîte, j'ai décidé d'accompagner mon fils ou autre, etc. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à apprivoiser les retraités pour que cette coupure ne soit pas aussi brutale. Alors, je crois que M. Rémy a dit beaucoup de choses, hein, pratiquement tout dit. Il a synthétisé. Tout à fait. Alors, on a souvent, quand on approche de l'âge supposé ou réel de la retraite, on a souvent tout un tas de projets en tête. On va pouvoir enfin faire ceci, on va pouvoir enfin se mettre au sport, on va pouvoir se mettre, etc. On va voyager, on a tout un tas de projets. Et finalement, des propos de M. Rémy et de l'expérience acquise à l'âme d'or par le biais des gens que vous voyez passer, on s'aperçoit que la retraite, ça n'a pas forcément à voir avec ce qu'on avait prévu et qu'il faut absolument la penser et la préparer. Hein. Donc j'ai relevé un certain nombre de points qui méritent réflexion en termes financiers, en termes de santé, en termes de
statut social, puisqu'effectivement on était monsieur ou madame X avec telle fonction, on se retrouve monsieur ou madame X retraité. Et également comment dirais-je, la disponibilité 24 heures sur 24 et la rencontre et la présence de l'autre, hein, de la personne avec laquelle on forme un couple, qu'on a vu le matin, le soir, pendant sa vie professionnelle ou pendant les vacances, et avec lequel on se retrouve en tête à tête 24 heures sur 24. Tous les jours. Tous les jours. Voilà. Donc, un certain nombre de points, ce qui, je suppose, ont causé, hein, ont été à la raison de la mise en place de ces stages de préparation à la retraite. Alors, depuis quand et quelle a été la réflexion qui a mené à la création de ces stages de préparation? Depuis quand l'AMDOR organise ce type de stage? Ça fait déjà, je suppose, un certain nombre d'années. Je vais laisser ma collègue répondre, qui est la plus ancienne dans le service. Voilà. Moi, quand je suis arrivée en 2009 à l'AMDOR, non, 1999. Oui, 10 ans avant. 10 ans avant. Ça existait déjà. D'accord, donc effectivement une expérience. Une expérience au niveau de la préparation à la retraite. Et si on a décidé de mettre en place les stages de préparation à la retraite, c'est pour permettre aux gens justement de découvrir, de s'informer, de mieux comprendre qu'il y a une rupture entre l'activité professionnelle et la préparation à la retraite. Et pour éviter, parce qu'il y avait quand même un grand flou, il y a des gens quand même après qui ont fait des dépressions, qui se sont sentis mal, il y a des gens qui, malgré la retraite, ils pointaient tous les jours au travail. Hein, je ne sais pas, mais ils allaient quand même. Donc pour montrer aux gens, la cessation d'activité là, et pendant ce temps-là, on peut faire des choses, on peut faire du bénévolat par exemple, on peut avoir des activités avec des associations, s'occuper de ses petits-enfants, faire des choses, du jardinage, des choses comme ça. Alors, quel public, à partir de quel âge peut-on ou doit-on se préparer à cette deuxième carrière, hein, comme l'a dit M. Rémy, qu'est la retraite, la cessation d'activité professionnelle? Comme on le disait tout à l'heure, nous vraiment conseillons les personnes de commencer très jeunes. Plus tôt vous serez préparé, mieux la personne pourra vivre sa cessation d'activité. Alors j'emploie le mot cessation d'activité volontairement, hein, parce que là, quand on dit retraite, c'est vraiment mes stages de préparation à la retraite. Mais là, en fait, vous cessez votre activité. Donc là, il faut à nouveau retrouver une autre activité, comme dit M. Rémy, que ce soit du bénévolat, garder ses petits-enfants, faire du jardinage, comme dit Sonia. Mais bon, moi, j'aurais conseillé, nous, au niveau de l'AMDOR, dès 35-40 ans, commencer à préparer sa retraite. Ah, quand même. Ah ben oui. Oui. Parce que dans le contexte où nous allons, si demain, vous n'avez plus de caisse de retraite pour vous payer votre retraite, il faut commencer à capitaliser dès maintenant et vraiment se préparer très tôt. Donc, effectivement, l'aspect financier se prépare très en amont. Très en amont. Voilà, très en amont, y compris aussi l'aspect santé, maintenir son capital santé, sa façon de consommer. Donc, c'est pour cela que nous aussi, à travers ces stages, nous avons un médecin gériatre, nous avons aussi quelqu'un pour parler de tout ce qui est culture sportive, tout ça. Voilà, et de l'aspect financier. Voilà. Alors, donc, effectivement, il y a ce volet préservation de la santé, donc que vous recommandez à partir, donc très jeune, enfin très jeune, relativement jeune. Nous conseillons. Relativement jeune. Et donc, au cours de vos stages, vous recevez des personnes, des personnes de cet âge-là, 35, 40 ans? Oui, même avant. Donc, nous avons noté un organisme de la place qui commence à envoyer à ces agents 30 ans déjà. Ils viennent. Mais c'est important de le faire à cet âge-là. Parce qu'à ce moment-là, on se rend compte d'un certain nombre de réalités concrètes et à partir de là, on peut prendre des décisions. On peut se dire, tout à l'heure, Mme Mandon a parlé de la baisse de revenus. Quelqu'un qui travaille, qui peut se dire, tiens, mais mon salaire va baisser, mais fatalement, ça va baisser. En amont, je peux faire un certain nombre de choses. Pour préparer cette baisse de revenus. Tout à fait. Mais si vous venez à 60 ans, si la retraite est dans 2 ans, vous n'avez pas le temps. Et vous dites, ah, mais si j'étais venu plus tôt, mais maintenant c'est trop tard. Donc, vaut mieux
aller beaucoup plus tôt en préparation à la retraite. D'accord. Alors concrètement, comment se déroulent ces stages de préparation? Alors ce stage se prépare sur 3 jours, donc les jours pour nous sont fixes, hein, le mercredi, le jeudi et le vendredi, et à peu près de 8h du matin jusqu'à 17h30. Hein, comme un stage de formation. Comme un stage de formation, tout à fait. Donc c'est pour cela, tout à l'heure, M. Rémy a parlé de la prise en charge par les organismes collecteurs, par les DIF, hein, donc c'est vrai qu'il faut que les personnes pensent à solliciter ce stage, hein, comme dans la fin de carrière, hein, il faut les solliciter. Hein. Donc c'est-à-dire que pour les salariés du secteur privé, hein, en l'occurrence, il y a la possibilité de faire prendre en charge par des organismes, par son entreprise, par le biais de son entreprise, donc par des organismes dédiés de formation. Tout à fait. Dans le cadre de dispositifs de formation, les salariés du secteur privé ont la possibilité de faire financer leur formation. Donc qui se déroule sur 3 jours. D'accord, très bien. Et nous recevons aussi le personnel du centre hospitalier. D'accord, donc des agents de la fonction publique territoriale, hospitalière qui d'accord. Voilà. C'est vrai que souvent c'est par des groupes de 15, 20 de ceux de la fonction publique hospitalière. D'accord. Donc quels sont les grands thèmes que vous abordez au sein de ces stages de formation, de prévention? Alors surtout le projet de retraite, hein, donc le projet de retraite, hein, c'est un moment important, hein, donc qui est animé par M. Rémy, hein, qui sait très bien faire ça. Hein. On a aussi le projet de retraite de façon globale. Voilà, comme là, il en a un petit peu parlé, là, hein, de façon globale. Éviter aussi que les retraités se retrouvent endettés, donc les retraites face à la consommation, et à ce moment-là, on fait souvent intervenir Madame Denise Marie, donc qui est, je dirais, en la matière assez dynamique. Une référente en termes de consommation. En termes de consommation, voilà. Et puis donc tout ce qui est prévention vieillissement, et tout ce qui est incidence financière, tout ce qui est su avec les impôts. Et puis l'autre partie, c'est aussi la succession. Souvent, les gens partent à la retraite jusqu'au décès, ils n'ont rien préparé. Donc au niveau de la retraite, on essaie effectivement de les mettre, je dirais, en garde, pour qu'ils fassent des choses au moins de leur vivant, pour ne pas laisser de difficultés demain à leurs enfants. Voilà. Absolument. Voilà. Très bien. Donc, on voit donc un panorama très complet de la vie après la cessation d'activité. Tout à fait. Concernant cet aspect financier, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez mentionné les conseils, hein, l'animation par quelqu'un qui représente les assurances ou les banques. Donc, vous conseillez ou vous orientez vers la mise en place de, si j'ai bien compris, de produits financiers capables effectivement d'assurer un complément de revenus à côté de la retraite et de la retraite complémentaire. Un petit peu rester sur le même pied d'égalité. On a vu qu'il y a des incidences financières sur la retraite. Donc nous avons prévu des conseillers, financiers, hein, des banques, des assurances, qui viennent parler justement de leurs produits, et les personnes qui sont la préparation, qui veulent entrer en préparation à la retraite, si elles veulent, elles peuvent adhérer elles peuvent. Ce qui nous amène à l'âge plus jeune. Commencer très jeune. Et là, vous pouvez commencer à prendre des produits pour vous permettre d'assurer votre avenir de retraité demain. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a, alors au sein des stages, bon, il y a des animateurs qui interviennent, est-ce qu'il y a une interactivité avec les participants au stage? Comment ça se passe? Tout le long, c'est un stage à interactivité. Donc, le premier jour, on accueille tout le monde et tout, ils se présentent. Et au fur et à mesure des intervenants, il y a un dialogue, il y a un échange. Alors, ce qu'on a oublié de vous dire, qui est très important aussi, c'est que la sécurité sociale donne à ces personnes-là un état de leur situation. La sécurité sociale, relevé de carrière. Et les personnes, à partir de ce moment-là, quand elles viennent, elles savent combien de trimestres elles ont,
ce qu'il leur reste à faire, éventuellement, ce qu'elle doit faire. Et le montant approximatif de la future retraite. Voilà. D'accord. Donc c'est un point important parce que souvent on reçoit à partir d'un certain âge, on reçoit des relevés de carrière, des éléments qu'on note, qu'on classe, et on n'a pas forcément l'explication et on n'a pas forcément le réflexe de se projeter pour savoir, dans 10 ou 15 ou 20 ans, comment on va utiliser ce type d'information. Donc c'est aussi un travail de pédagogie que vous faites. Et en collaboration avec la CGSS, parce qu'en fait, une fois que nous avons la liste des participants, et bien entendu leur numéro de sécurité sociale, nous transmettons cette liste à la sécurité sociale et le jour de la préparation à la retraite, cette personne vient avec le relevé de carrière et peut dialoguer avec ses futurs retraités. Voilà. Et ils savent où ils en sont. Oui, c'est ça. Mais des fois, c'est important aussi de le faire parce que des fois sur le relevé de carrière, à ce moment-là que vous vous apercevez, l'année 2012, on ne sait pas pour quelle raison, ça n'apparaît pas sur le relevé. Voilà. Donc, 2005 n'apparaît pas. Il en manque des fois, il manque des années. Ouais. Si vous avez un certain temps pour préparer votre retraite, vous avez le temps de faire aussi les démarches, d'aller retrouver votre employeur, lui dire, attention, cette année-là n'a pas été déclarée sur mon relevé et ajuster pour que vous n'ayez pas autant de mal le moment venu. Oui, au moment où on part à la retraite, on s'aperçoit qu'il nous manque des informations, effectivement, donc l'intérêt de s'y intéresser très tôt. Alors, Madame Manéré, vous êtes assistante sociale de formation et de profession. Oui. Est-ce que vous avez noté une évolution dans la perception de la retraite par les individus? Oui. Oui, je dirais que oui, il y a eu une évolution. Donc c'est vrai que globalement, je pense que je dirais un petit peu par les formes de pub, il y a des gens quand même qui ont déjà commencé à prendre des produits. Je parle un petit peu du fait d'avoir vécu assez longtemps en métropole. Et donc, Madame a parlé des collectivités territoriales. J'y fais partie, puisque je suis en dispo. Donc, je suis. Et donc, je pense que très tôt, on nous avait un petit peu globalement fait une petite démarche au niveau des prix-fonds et tout ça. Donc, parallèlement, je trouve qu'ici, certains groupes d'assurance le font avec une bonne pub. Peut-être parfois vous êtes agacé quand on vient sans arrêt vous solliciter, mais quand vous y réfléchissez, donc vous avez d'autres est-ce que j'ai le droit de citer, je sais pas, vous avez certaines, je vais pas dire certaines sociétés qui sont plus aptes à venir vers vous et vous arrivez à prendre des produits. À vous de voir lequel qui peut vous apporter un avantage pour avoir des réductions d'impôts, pour avoir certaines réductions. À vous de voir. Mais bon, je dis que les gens commencent vraiment à prendre conscience de la difficulté pour les futures caisses de retraite. Je pense que les gens prennent conscience. Il est vrai que dans l'actualité, on a quasiment au quotidien des informations alarmantes sur l'avenir des retraites, qu'il s'agisse de la démographie qui fait qu'il y aura moins d'actifs pour financer les retraites, ou de la difficulté déjà depuis quelques années de certaines caisses de retraite qui ont de plus en plus. Il suffit de regarder quelques reportages qui vous fait un peu peur, qui vous dit tiens, regarde, dans tel pays, il est obligé d'aller travailler jusqu'à 80 ans pour pouvoir manger, seulement manger. Donc d'où l'intérêt effectivement de se préparer très longtemps en avant. Tout à fait. Alors, outre ces questions de budget et de finances, Monsieur Rémy a mentionné, je crois qu'on prend conscience effectivement qu'il y a un aspect peut-être plus personnel, plus intime, qui concerne le couple. Et qui concerne sa propre représentation et sa propre place au sein de la société. Donc, est-ce que dans les personnes qui fréquentent les stages ou dans votre entourage, ou dans le cadre de votre vie quotidienne, vous percevez cette inquiétude, hormis l'inquiétude vis-à-vis du budget et des finances? Est-ce que les gens sont sensibles à l'aspect psychologique et social? Je pense que oui. C'est d'où l'importance d'un module que nous avons mis en place qui s'appelle l'image de soi à la retraite. Donc je pense que ça permet aux personnes de prendre conscience. Et puis, ok, tu as cessé ton activité, mais tu peux reprendre une autre à travers plein de choses.
Je sais pas, tu peux être mamie au père, tu peux être la bénévole d'à côté, et tu peux aller voir dans ta commune s'il n'y a pas des choses à faire avec des associations de troisième âge. En sachant bien sûr qu'il y en a qui vous diront, moi je suis pas vieille, je ne veux pas aller dans cette association. Oui, donc, faut pas oublier ça. Voilà. Mais bon, c'est aussi ce travail-là qu'on fait avec eux au niveau de l'âme d'or. Et il arrive même que certaines personnes qui ont fait les stages avec nous reviennent chez nous en tant que bénévoles. C'est que ça s'est bien passé, voilà. D'accord, donc on a vu une préparation nécessaire très en amont, hein, dès 35-40 ans, on peut demander à son employeur si on travaille dans le secteur privé, voire même dans le secteur public, hein, territorial éventuellement, à bénéficier d'un stage de préparation à la retraite, penser et se projeter, hein, très en amont aux conséquences financières et psychologique et également sociale de la cessation d'activité. Est-ce que vous organisez un suivi des gens qui sont venus au stage ou En fait, je vais te laisser parler des projets. Vas-y. En fait, si vous voulez, quand nous organisons tout ce qui est animation au niveau de l'âme d'or, ne serait-ce que des échanges seniors. On a un appel. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser. D'accord. Non, alors bon, l'émission arrive à son terme, donc on va clôturer. Oui, donc voilà, je vous laisse conclure. Quand nous organisons tout ce qui est projet croisière, projet échange senior, nous nous arrangeons pour pouvoir ressolliciter toutes ces personnes qui sont venus à nos stages de préparation à la retraite. Et c'est le moyen pour nous aussi de nous retrouver en lien avec toutes ces personnes. Voilà. Et c'est pourquoi chaque année, nous organisons les grandes retrouvailles. Les grandes retrouvailles, c'est un moyen pour l'âme d'or de retrouver toutes ces personnes qui ont participé au stage de préparation à la retraite et tous les adhérents venir un petit peu passer avec nous un grand moment de rencontre et d'échange. D'accord, pour faire le point sur l'avancée de sa vie et l'avancée dans la retraite. Alors, cette émission, ce numéro de Mahogany est arrivé à son terme. Hein. Ce fut un grand plaisir de vous recevoir, mesdames. J'espère que nos téléspectateurs auront pris note, hein, des informations et des conseils, hein, que vous leur avez dispensés. Madame Mandon, je vous remercie. Les coordonnées du centre de gestion de la fonction publique territoriale Martinique vont s'afficher sur votre écran. Mesdames Manéré et Rancio, merci également, hein, pour l'âme d'or. Les coordonnées de l'âme d'or devraient également s'afficher à l'écran. Pour toute information, donc on s'adresse à l'un ou à l'autre de vos organismes. Nous nous retrouvons quant à nous mardi prochain à la même heure pour un nouveau numéro de Mahogany. Juste une précision avant de rendre l'antenne, cette édition de Mahogany est rediffusée dimanche prochain, donc à partir de 19h. À très bientôt.